UGICT CGT. UGICT CGT. L'UGICT CGT. En congrès à Metz. Travailler au futur. Rien n'est écrit d'avance. Vous écoutez les tables rondes du 20e congrès de l'UGICT CGT. Animation Clément Olivier. Épisode 2. Climat IA. Comment agir pour améliorer nos conditions de travail. Merci à la présidence. On va effectivement continuer de tâcher de vous donner matière à penser autour de ce document d'orientation avec cette deuxième table ronde qui est en fait même un peu plus large que le seul sujet de l'IA puisqu'on l'a intitulé Climat, IA, télétravail, point de suspension, comment agir pour améliorer nos conditions de travail. Plus précisément donc en lien avec la partie 2 du chapitre 2 du document. J'ai le plaisir de vous présenter nos 4 intervenants. Emmanuelle Lavignac, bonjour. Bonjour. Secrétaire nationale de l'UGICT CGT, vous êtes notamment co-animatrice du collectif Télétravail et Numérique. Vous faites partie de la direction sortante et ici au Congrès, membre de la commission document d'orientation en question. À côté de vous, Odile Chagny, bonjour. Bonjour. Économiste à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, où vous coordonnez différents projets autour de la transition numérique et du dialogue social. L'IRES qui travaille pour les organisations syndicales. Vincent Mandino, à côté de vous, bonjour. Bonjour. Responsable transition numérique et écologique à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et enfin Stéphane Jacquemart, bonjour. Bonjour. Membre de l'OGBL, la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg. Vous êtes vous-même belge, résident et citoyen belge, mais travailleur frontalier au Grand-Duché, donc au Luxembourg. Vous nous expliquerez les problématiques de télétravail qui ont émergé ces dernières années pour les gens dans votre situation. On va voir que c'est technique mais très intéressant et qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Emmanuelle Lavignac, commençons avec vous à la lecture de ce projet de document d'orientation. Est-ce que vous diriez que, puisqu'on s'intéresse aux conditions de travail, ce qui les caractérise aujourd'hui, c'est avant tout l'intensification ? Alors effectivement, on s'est posé la question, on s'est interrogé, on s'est dit sur ce document d'orientation, on ne peut pas passer à côté du fait de l'installation déjà des outils technologiques, comme on en a parlé dans le rapport d'ouverture, et responsable de l'intensification du travail. Ça a été beaucoup dit déjà dans vos interventions, où on constate, il y a des chiffres tout simplement, au niveau de burn-out, de dépression, des mises en retrait du travail, d'une jeune génération qui souhaite bifurquer parce qu'elle ne se retrouve pas à la fois dans le sens au travail, mais aussi dans ce qu'on lui demande, comment on lui demande de fonctionner et de produire son travail. Donc on a des chiffres qui sont assez catastrophiques, notamment sur la santé, comme je le disais. Le dernier datascope de l'AXA, on a à peu près plus de 40% d'augmentation des arrêts maladie, et particulièrement chez les ICTAM, et plus particulièrement les femmes. Donc, il est urgent pour nous de essayer de savoir d'où ça vient. Et bon, évidemment, nous, en tant que CGTistes, on sait très très bien que l'organisation du travail est souvent à 80% responsable de la santé des travailleurs. Et donc, l'intervention des outils, la mise en place du télétravail, comment ça a été mis en place, souvent sans encadrement, sans régulation, et surtout, maintenant, aujourd'hui, l'IA qui de plus en plus participe et est utilisé par les travailleurs, souvent une IA personnelle d'ailleurs, et sans aucun encadrement ni même régulation, et savoir en quoi est-ce que ça intensifie le travail par l'organisation. Et est-ce que ce faisant, les encadrants, ils se retrouvent au cœur de ces politiques des entreprises ? Ils se retrouvent vraiment au cœur de cette politique parce que tout le monde l'a constaté, aujourd'hui le capital est à bout de souffle et cherche à tout prix des nouvelles sources de rentabilité, puisque, vous le savez, en France, depuis 10-20 ans, on tourne à peu près à 1% de croissance, et a priori, le capital estime qu'il ne fait pas assez de plus-value. Donc, étant donné qu'avec l'augmentation de la concurrence, avec la financiarisation, le poids de la financiarisation dans le travail, il s'agit d'aller trouver quelque part des économies ou une plus-value. Et donc, ce qui est trouvé, ce qu'on voit partout, c'est une intensification du travail, des économies sur le coût du travail. Et donc les managers se retrouvent obligés d'appliquer des politiques, un management toxique, il faut le dire, en utilisant parallèlement, c'est l'outil, la technologie qui permet d'intensifier. On a aujourd'hui l'arrivée du management algorithmique, l'IA qui va décupler le management algorithmique. Et donc oui, les managers sont vraiment au centre de tout ça.
Et quel lien est-ce que vous faites alors avec la technologie, justement, comme les dernières générations d'IA ? Parce que la technologie, c'est l'utilisation, c'est l'outil qu'on va donner au manager, soit même remplacer le manager par l'outil à l'avenir, pour en fait tout simplement rentabiliser, rationaliser. En fait, c'est pas une invention, c'est pas une nouveauté, hein, c'est du taylorisme augmenté. C'est des choses qui... D'ailleurs, il y a un excellent ouvrage que je vous conseille de José-Luis Carbonell sur ça. Juan Sebastián Carbonell, qui s'appelle Un taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle. C'est sorti en septembre dernier aux éditions Amsterdam. On le salue. On espère avoir l'occasion d'en reparler avec lui. Ouais. Tout à fait, on le salue. Et donc, il explique que cette organisation rationalisée, c'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, avec la technologie, cet outil-là permet d'accélérer, d'être encore plus rapide et de mettre une pression sur le travail humain. Un retour au taylorisme, alors qu'on nous avait dit dans les années 90 que c'était fini, que maintenant c'était le toyotisme, le lean management et des choses tout à fait modernes, Emmanuel. En fait, le toyotisme, le lean management, c'était déjà une rationalisation. Hein. C'était déjà le fait de travailler et de ne perdre aucune minute, aucun instant à faire autre chose que le travail. Donc en fait, c'est tout simplement amplifié par la technologie. Donc c'est pas nouveau. Hein. Odile Chani, quand on suit votre travail de chercheuse, on voit que le point commun entre ces choses dont on parle là, aussi diverses que la transition écologique, ou si vous préférez la bifurcation collective, vous nous direz, mais aussi l'IA, le management algorithmique, c'est qu'on est face à des changements qui sont d'une ampleur si inédite qu'on ne peut pas simplement faire comme d'habitude en termes de dialogue social, que c'est incompatible avec une approche uniquement descendante. Qu'est-ce que ça implique comme question à se reposer, à se reposer, notamment en termes de méthode? C'est vrai qu'à l'IRES, qui est l'Institut pour les organisations syndicales, ça fait 10 ans qu'on réfléchit à la façon dont on peut mettre au cœur des transformations et des moyens d'action le dialogue social dans le cadre des transformations majeures que sont à la fois la transition écologique et la transformation numérique, et qu'on se pose la question de la meilleure façon d'y parvenir. Et en fait, dans votre question, pour moi, il y en a deux autres qui en fait émergent. C'est que la première chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y avait quelque chose effectivement qui se jouait dans la façon dont on organisait la délibération autour de la réflexion sur la façon dont on pouvait élaborer des nouveaux outils pour faire face à ces transformations-là. Et le message qu'on a dans la méthode, c'est de dire, oui, effectivement, si on veut vraiment prendre la mesure du fait que pour cheminer autrement, ou on va dire sur le plan de vue écologique, et pour contrer des usages qui sont des usages non souhaités, non voulus et dangereux de la technologie, pour sortir aussi, par exemple, tout simplement d'une approche technosolutionniste, il faut aussi prendre la mesure de ce que ça signifie sur le travail, l'emploi, l'organisation, les compétences, mais ça passe nécessairement par une phase d'acculturation de ceux qui sont en capacité de proposer des alternatives. Et ça veut dire, pour bifurquer, en quelque sorte, il faut aussi bifurquer dans la méthode. C'est quelque chose qu'on s'est employé à faire dans tous les projets qu'on a menés et qu'on mène depuis maintenant une dizaine d'années, en partenariat, souvent récemment beaucoup avec l'ANACT, et grâce à l'ANACT, on va dire, qui permet aussi de financer des initiatives. C'est l'idée de dire, en fait, il faut mettre les acteurs, et en particulier les acteurs du dialogue social et l'acteur syndical, qui est au cœur de la perception qu'on a de l'impact de cette transformation au travail, et avoir une forme de délibération qui passe par une forme de mode de travail qui est un petit peu innovant, dans le sens où tout ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vraiment de mettre une forme d'approche expérimentale de délibération collective. Après, tout ça, forcément, débouche sur des propositions. Mais ces propositions, finalement, les acteurs, une fois qu'ils les ont élaborées, et au préalable de cette élaboration, se sont imbibés aussi de ces transformations-là. Et toute la difficulté qu'on a après, c'est d'abord d'outiller, de produire des leviers, de les rendre opérationnels, et de les déployer, mais aussi, je dirais, au-delà même de diffuser en fait cette forme d'appropriation collective qui n'est pas facile et qui n'est pas évidente, me semble-t-il, dans les deux bifurcations à faire. C'est-à-dire que c'est clairement des éléments de méthode. Et après, évidemment,
dans les leviers que nous, on propose, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle Dialia, Dialoguer sur l'IA, qui est un projet qui a été mené dans un contexte intersyndical dans lequel l'UGICT a été un acteur majeur. L'idée est bien de dire qu'il faut sortir absolument d'une approche top-down et partir du travail et donc dialoguer autrement. On va vous laisser le temps d'en parler dans un instant. Ce que je voulais vous demander, c'est justement, si on se dit que les outils classiques, les méthodes classiques, elles ne sont pas adaptées, est-ce que ça ne peut pas être un peu démobilisant pour les gens qui sont dans cette salle ? Au contraire, parce qu'en fait, c'est une forme de réappropriation du pouvoir, puisqu'il y a l'idée de dire que, en fait, ces questions-là ne sont pas des questions d'experts. Et d'ailleurs, nous, quand on a commencé à travailler, on fermait la porte aux experts. On disait on ne veut pas des experts. Hein. Ceux qui sont en capacité de comprendre. Comme vous, Odile Chani. Alors, moi, j'ai commencé à travailler dessus, je n'y connaissais rien. Donc, en fait, j'étais comme tout le monde. On a fait notre apprentissage sur ces questions-là. Et clairement, l'idée de dire, c'est ceux qui connaissent le travail, ceux qui connaissent l'organisation, ceux qui connaissent les enjeux que ça représente, qui sont capables de comprendre l'impact de ces transformations-là. Et surtout, la façon dont il faut cheminer autrement. C'est-à-dire que moi, je suis économiste à la base, je suis effarée de voir toutes les études qui existent sur la transformation, l'impact sur l'emploi, mais sur les deux champs. C'est comme si on passait d'un état A à un état B sans s'intéresser sur le cheminement. Or, qui est capable de penser le cheminement ? C'est notamment l'acteur syndical. C'est celui qui comprend les petites bifurcations, micro-bifurcations qu'il faut faire dans les organisations pour être capable de comprendre effectivement comment tout ça peut devenir, comment la faisabilité de tout ça peut être garantie. Et ce cheminement-là, il est très rarement pensé. Vincent Mandino, un peu la même question pour vous. Pourquoi ces deux champs de l'IA et de l'écologie, ils obligent à questionner le périmètre classique du dialogue social ? Peut-être avant de répondre à ça, de dire ce qui les relie, en fait, ces deux sujets. C'est le fond de ma question, bien sûr. Ouais, il y a derrière ces deux sujets, en fait, des transformations du travail, c'est-à-dire des transformations des gestes professionnels, des transformations aussi des identités professionnelles, des questions de responsabilité professionnelle quant aux gestes qu'on accomplit. Bref, elles ont, d'une certaine façon, ces deux transitions, des effets sur les transformations du travail qui se jouent à l'échelle des métiers, des professions, mais elles ont aussi maille à partir à d'autres échelles, notamment l'échelle de l'organisation. Il ne faut pas en rester simplement à des changements de métier, il faut comprendre les transformations organisationnelles qui sont associées. Et par ailleurs, les enjeux, notamment les enjeux écologiques, sont carrément massifs. Donc c'est aussi des enjeux de transformation institutionnelle. On est héritier aujourd'hui d'institutions qui sont le produit d'une histoire et d'une certaine époque. Ça a été dit ce matin, à des moments de bascule. Donc on ne peut pas non plus demander aux professionnels et aux organisations de se débrouiller avec ces transformations aussi massives sans réfléchir et transformer les institutions qui permettent d'accompagner ces transformations. Je m'explique, il y a derrière tout ça une transformation bien sûr des systèmes productifs. Il y a aussi derrière ça une transformation des équilibres économiques et sociaux. Ce qui est la situation d'aujourd'hui, c'est les modes de production qui changent et qui doivent être changés d'une certaine façon, dans une certaine orientation. Donc c'est à la fois les modes de production, mais c'est aussi les modes de consommation, c'est aussi les modes de vie. Et donc évidemment la question du travail, elle est centrale, mais pas juste l'activité de travail. C'est le travail en tant qu'il est central dans la constitution, on va dire, des équilibres. Vous m'avez dit en préparant cette table ronde que ces deux questions... ce sont des questions sociales, mais qu'elles nous obligent à repenser la technique. Pourquoi la technique et pas le politique, Vincent Mandino ? Je vais commencer comme ça. En fait, les techniques, elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. Elles sont politiques. Les techniques, c'est une façon de faire de la politique. Pourquoi ? Parce qu'elles charrient des représentations, des visions sur les façons de faire. Et puis, elles ont aussi des conséquences. Donc, en fait, l'opposition factice entre technique et politique, précisément, l'un des enjeux contemporains, c'est de la faire tomber. Et de comprendre qu'il y a là, des choses à éclaircir. Donc, la technique en tant que problème, plutôt, on pourra commencer par les solutions. Ce qui nous est présenté, c'est, ce que commençait à dire Odile, des formes de technosolutionnisme. Au fond, on va tout résoudre
avec les technologies, notamment les technologies modernes. Et l'IA va permettre de tout faire, y compris, pourquoi pas, de résoudre la crise climatique, etc. Donc là, on est confronté à des formes d'écrasement, finalement, par une vision technocentrée, mais en fait numérico-centrée. Il y a aussi un autre problème, je dirais, c'est le techno-somnambulisme. C'est-à-dire que c'est la technique en tant qu'elle est un problème et qu'il est facile de lui mettre sur le dos, en fait, les problèmes, en tant qu'elle masquerait les réalités sociales, en tant qu'elle oublierait les réalités du travail. Bon. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire. Mais on peut considérer que ces techniques, elles ne tombent pas du ciel et qu'elles sont socialement construites. Et on peut aussi considérer que la situation contemporaine, c'est une captation par l'industrie du numérique du ressort de la technique. Il existe bien d'autres types de techniques. Le droit, l'économie, le dialogue social, tout ça, c'est des techniques. Donc du coup, peut-être la question contemporaine, c'est d'arriver à reconsidérer le caractère politique des techniques, se réapproprier, disons, ces techniques ou d'autres techniques, et donc faire preuve d'un peu d'ingéniosité en la matière. Odile Chani. Sur Dialia, par exemple, justement, revenons-en à Dialia. Il faut rappeler ce que c'est d'ailleurs, un projet de l'IRES avec les syndicats et le soutien de l'ANACT. Vous alliez nous développer donc ce à quoi ça sert déjà. Alors, effectivement, Dialia, ça veut dire dialoguer sur l'IA, avec ou sans l'IA d'ailleurs. Enfin, ça pose aussi la question de la pertinence des outils. Et c'est parti de la conviction que quand il se passait quelque chose avec ces systèmes d'intelligence artificielle, en particulier tout ce qui relève plutôt des systèmes qui sont maintenant de l'IA dite probabiliste, qui sont quand même assez massifs, parce que c'est quand même assez inédit la façon dont ça impacte le travail. Alors, on parle beaucoup des tâches, mais en fait, d'abord, ça passe par l'organisation, et puis surtout, enfin, il y a quand même une forme d'interaction entre l'homme et la machine, de délégation de l'expertise humaine à la machine, avec en plus, et c'est ça la cerise sur le gâteau, une dose d'incertitude sur les effets que ça peut générer. Donc tout ça, c'est tous les cadrans de l'autonomie, de la responsabilité, enfin, je dirais tous les champs du champ ICTAM. Enfin, je me rappelle, on a eu une table ronde à Nantes où j'avais noté ça, mais en fait, tout est remis en cause par ces systèmes d'intelligence artificielle. Ce qu'on s'est dit dans le cadre du projet, qui était donc cofinancé par l'ANACT et copiloté par 4 organisations syndicales, dont l'UGICT. 6 organisations syndicales y ont participé en tout, et 2 patronats, des petites. C'était qu'en fait, il fallait sans doute réfléchir à la façon dont on pouvait proposer, organiser le dialogue autrement, en tout cas faire avec ce qui est à disposition, mais peut-être faire autrement pour justement être en capacité d'abord de faire en sorte que le dialogue social soit vraiment le moyen d'avoir le déploiement, en tout cas qu'on souhaite, et qui soit bénéfique à toutes les parties prenantes dans les organisations et les administrations. Et donc on a pris comme point de départ l'accord cadre européen de juin 2020, qui a été complété pour l'administration publique d'État par suite 2022, mais qui propose vraiment une forme de méthodologie qui consiste à dire, en gros, en fait, un projet d'IA, mais comme avant un projet informatique, sauf qu'en bon, il y a quand même des spécificités, c'est pas quelque chose qui arrive un jour comme une météorite dans l'entreprise. C'est un projet qui a un cycle de vie, qui se pense, qui se développe, qui se construit, qui se teste, et qui a sa vie après. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir conscience que oui, il y a des biais qu'on a quand on introduit un outil, mais d'autres qui peuvent apparaître qu'on n'a pas maîtrisé parce que simplement, en fait, il y a une forme d'entraînement qui peut continuer. Et donc, comment faire en sorte pour associer toutes les parties prenantes et surtout faire en sorte que ce dialogue-là, il soit vraiment en capacité de questionner toutes les étapes. C'est-à-dire arriver à un moment donné où ce projet, il a été pensé ou pas pensé, c'est bien ça le problème. Il a été pensé beaucoup par le fournisseur, trop rarement par les directions. Comment faire en sorte de sortir de cette approche-là qui consiste à subir ces décisions, qui parfois ont des finalités. Alors oui, en règle générale, on va rechercher de la productivité et de l'efficience, qui n'est pas souvent au rendez-vous, parce que très souvent, on va se retrouver dans des configurations dans lesquelles on va développer des outils dont la maturité n'est pas arrêtée,
dont les effets ne sont pas maîtrisés, et sans passer par la case du dialogue social. Donc Dialia, ça a été un projet qui a associé 80 participants, 50 actifs, on va dire, pendant 2 ans quasiment, pour proposer des réponses, des leviers, des outils opérationnels pour s'emparer de ce sujet-là dans l'entreprise et l'administration au travers du dialogue social. Concrètement, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui a 2 dimensions. La première, ça renvoie à ce point que je mentionnais tout à l'heure, il est de dire il faut comprendre de quoi on parle. Et en fait, comprendre de quoi on parle et comprendre ce que c'est que l'IA, ça va pas de soi. D'ailleurs, le discours médiatique nous l'apprend tous les jours. Et donc, il y a une première partie qui est une contribution en termes d'acculturation. Il faut rentrer dans cet objet socio-technique. Et il faut en comprendre d'abord qu'est-ce que c'est comme objet, c'est un objet de dialogue, qu'est-ce que c'est que cet objet, quels sont les impacts, et ensuite comment je peux dialoguer dessus. Et il y a ces 3 dimensions dans le produit de Dialia. Il y a je qualifie l'objet, je comprends de quoi je parle, je me donne des outils pour comprendre, ensuite j'en comprends les impacts, et j'ai des outils très concrets. Il y a une fiche qui s'appelle le kit de survie du dialogue social dans les entreprises d'administration. Ça veut dire comment est-ce que je peux faire pour optimiser au maximum tous les outils à disposition, que ce soit le code du travail, le RGPD, les AA, pour les articles qui sont déjà entrés en vigueur, mais aussi avec l'idée d'aller inventer peut-être des nouveaux outils, des nouvelles méthodes de faire. Parce qu'il faut aussi prendre en compte effectivement le fait que c'est très compliqué dans le droit actuel français d'avoir une approche dynamique du dialogue social. Or, il faut probablement avoir un dialogue permanent autour de ces sujets-là. Pour reprendre des termes d'économiste, ça veut dire on fait du ex post et pas du ex ante. On n'a pas les solutions avant, on va les découvrir chemin faisant, n'est-ce pas? Oui, en fait, on fait du continu. Oui. Vincent Mandino a un mot pour compléter ce qui a été dit, et notamment sur Dialia. En fait, on était parti, quand on a lancé l'appel à manifestation d'intérêt de l'accord européen de 2020, pardon, qui posait un peu le cadre et qui donnait à voir qu'il était possible en fait de négocier sur un sujet a priori technique et insaisissable. Et donc l'enjeu, c'était de voir comment cet accord il pouvait être approprié et déployé finalement dans les États membres. Et donc on s'est attaché à prendre une posture un peu de facilitation à cet égard. Il y avait malgré tout une certaine limite dans cet accord. D'abord quelque chose d'intéressant, c'est qu'il montre que en fait, une transformation technologique, numérique, c'est pas qu'une transformation technologique pour le coup, c'est aussi une transformation organisationnelle. Et donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir de déformation des organisations qui est à l'extérieur des organisations et qui pénètre les organisations. C'est-à-dire que le dialogue social classique, évidemment, c'est entre les acteurs ordinaires, c'est-à-dire les représentants des employeurs et les représentants des salariés. Mais là, on a affaire à des puissances de transformation qui sont en dehors de ce cénacle. Donc des fournisseurs de technologies, des industriels du numérique qui ont un pouvoir colossal. Donc il y avait pour nous un enjeu de voir comment on pouvait, en améliorant d'une certaine façon ce que vient de dire Odile, c'est-à-dire la compréhension et la qualité des relations entre les parties classiques, améliorer la relation que ces parties pouvaient entretenir avec les fournisseurs, y compris pour faire des choix en raison, c'est-à-dire gagner un peu en discernement et sortir du technosomnambulisme que j'évoquais tout à l'heure. Donc pour nous, ça c'est quand même un point clé, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout un point de transformation clé, c'est qu'il y a des acteurs qui sont en dehors du spectre et qui ne sont pas autour de la table et avec lesquels il faut pouvoir compter. Donc peut-être qu'il faut-il se réorganiser, se rééquiper, monter un peu en puissance. Il me semble qu'il y a un déséquilibre massif, les asymétries de pouvoir, elles ne sont pas nouvelles, mais là, elles sont un peu renchéries. Et donc, ce qu'on a essayé de porter comme idée, c'est que l'équilibre se construit évidemment dans l'action. Et donc, il y a un enjeu pour ces acteurs, 3 enjeux clés, qui sont, 1, de développer une culture technique, c'est-à-dire de comprendre ce qui se joue dans la technique, et y compris les dimensions politiques qui se logent dans la technique. Donc, je sais que ce n'est pas simple, mais n'empêche que c'est nécessaire. Il y a un deuxième enjeu, qui est l'enjeu de culture du dialogue. Quand on regarde ce qui est proposé à l'échelle européenne et quand on regarde l'appropriation en France, on est un peu stupéfait par le vide. Donc là, il y a une culture du dialogue qui est sans doute à améliorer. Et enfin, pour fonder cette culture du dialogue, une culture du travail qui a été développée un peu ce matin. Emmanuel Lavignac.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais effectivement, moi je crois que ce qu'il faut vraiment éviter, c'est le discours complètement technique, parce que là on s'en sortira pas, et nous en tant que syndicalistes, même quand on parle d'organisation, c'est très compliqué, puisque l'organisation c'est l'employeur qui l'impose. En revanche, il faut prendre tout simplement les choses qu'on connaît, sur lesquelles on a déjà obtenu des victoires, c'est le lieu de travail, le temps de travail, la charge de travail. Et donc de voir les conséquences de ces technologies qui sont intégrées dans le processus de travail, les conséquences directes sur nous en tant que travailleurs, sur la santé, la fatigue, etc. Donc des choses complètement très concrètes. Le temps de travail, la CGT, le syndicalisme, c'est par le syndicalisme, ont été obtenus les 8 heures de travail journalière, les 35 heures, le lieu de travail, le fait d'aménager mieux les lieux de travail grâce autrefois au CHSCT, aux conditions de travail. Ça, c'est des sujets qu'on connaît. Et la charge de travail, le contenu de travail, oui, c'est effectivement l'intensification. Tout ça, c'est produit, décuplé aujourd'hui par les technologies. Et effectivement, on les a laissés rentrer parce qu'on a eu l'impression que ce n'était pas vraiment un sujet. Or, il faut le reprendre sur ce qu'on connaît. Donc je reviens sur... Alors, on parle, par exemple, on va parler peut-être du télétravail. Le télétravail, c'est aussi l'arrivée de la technologie, il n'y a pas que l'IA. Le télétravail a complètement fait exploser les lieux de travail. Effectivement, on ne travaille plus dans les bureaux, on peut, mais on travaille chez nous, dans le train, partout. Donc tout ça, c'est des sujets, si on arrive à le quantifier, on dit non, là, il est hors de question que je fasse 12 heures, 13 heures, 14 heures. C'est sur ça qu'on peut attaquer réellement la conséquence des technologies sur nos corps, notre travail réel en fait. Il faut rester simple. Et l'IA, pour l'instant, on ne voit pas trop bien si en quoi ça joue sur notre... est-ce qu'on est effectivement dépossédé de la décision? Est-ce qu'il va y avoir des catastrophes qui vont tout d'un coup arriver? Parce qu'effectivement, qui aura pris la responsabilité? Le manager, l'ICTAB, ou la machine d'avoir décidé de faire tel ou tel acte et avec une conséquence sur le travail? Tout ça, on va pouvoir... Déjà, il y a quand même des choses assez terribles qui arrivent, c'est qu'on a des pertes d'emplois. Parce qu'au début de l'arrivée de l'IA, on va parler de l'IA générative 2022, on nous disait non, ça ne va juste que suppléer aux emplois. On commence à avoir des vrais plans de licenciement qui se mettent en place, et pas dans des petites entreprises. Accenture, PSE qui arrivent avec l'implantation de l'IA, Microsoft. En plus, ce sont quand même dans des entreprises qui ont créé tous ces outils. Donc en fait, on commence à avoir des vraies conséquences. Donc plutôt que de savoir exactement ce qu'il y a dans la boîte noire et en quoi, comment, on dit non, là, c'est pourquoi est-ce que vous nous licenciez? Parce qu'il y a une machine? Non. S'opposer. On parle beaucoup de dialogue social, et bien évidemment, mais on sait très bien, ça a été dit, aujourd'hui, le rapport de force, malheureusement, il faut qu'on l'élève, nous on le sait. On parle de démocratie sociale, il faut qu'on se réapproprie le rapport de force pour pouvoir mieux négocier. En infoconsul dans les CSE, ce qui n'est pas évident, et en négociation. Donc on réclame aussi de l'aide, pour le coup, là, de nos institutions, que ce soit l'OIT. Il faudrait qu'on ait une convention sur la régulation de l'IA, du télétravail. Il y a une directive qui est reprise en ce moment au niveau européen, qui avait été interrompue par le patronat parce que le MEDEF ne voulait pas qu'on fasse de la régulation du télétravail. C'est en train d'être repris. Et puis je finirai juste sur le code du travail, mais le code du travail, il ne se développe que si on arrive à se battre. Vous avez sur le télétravail, c'est quoi? C'est 4 articles qui réglementent le télétravail. Sur l'IA, il n'y a rien. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se réapproprie, et c'est l'objectif du DO, qu'on se réapproprie nos outils et les conséquences des outils sur notre travail, sur notre santé. Donc des inquiétudes, un horizon comme ça un peu à faire tourner la tête, et en même temps des victoires syndicales, Emmanuel Lavignac. Alors justement, puisque c'est toujours comme ça que nous on réagit, en fait, donc on voit bien les conséquences sur notre travail. Donc il y a déjà, il faut savoir que la CGT, j'en parlais hier, n'est pas restée l'arme au pied depuis que, notamment l'IA, déjà l'UGIC sur le télétravail, on a toujours été très actifs. On a un observateur du télétravail qui permet de voir comment se développe le télétravail et ses conséquences sur l'organisation dans notre pays. Et on a aussi on est pilote du collectif confédéral de la CGT sur l'implantation et le développement de l'IA, qui nous permet et d'ailleurs je vous invite à ne pas hésiter à participer à ces collectifs qu'on va continuer de mettre en place après le congrès, qui nous permet de voir où en sont les luttes. Et donc il y a des luttes, notamment au SNJ, qui ont été gagnées. Alors pour l'instant, ce ne sont pas des luttes dans des modes de grève, mais tout simplement le SNJ a attaqué, SNJ-CGT, pardon,
mais c'était en intersyndical aussi, a attaqué le groupe Moniteur en leur interdisant de continuer d'utiliser, puisque les entreprises et la majorité des magazines couverts par le groupe Moniteur utilisaient une IA, mais en n'ayant pas fait d'infoconsulte ou très peu. Et là, c'est un tribunal, donc ça a été porté en référé. Un tribunal a dit non, vous arrêtez tout ça et vous retournez en CSE pour faire une vraie infoconsulte. Mais ce qui est intéressant, c'est en tenant compte des conséquences sur la santé. Parce que quand on parle de l'IA, on ne parle jamais de mais c'est quoi le lien entre l'IA et la santé? Et là, c'est un juge qui nous dit mais voilà, ça veut dire quoi? C'est qu'il se dit vous avez mis l'IA, on ne sait pas si c'est une intensification, quelle est la conséquence sur le processus de travail. Donc ça, c'est très intéressant. Stéphane Jacquemart, on vous a invité pour parler des frontaliers au Luxembourg. Néanmoins, chemin faisant, justement, vous voyez comme les choses se font au fur et à mesure. On s'est rendu compte que justement, vous aviez aussi des choses à dire sur l'IA. Alors assez rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien tenir nos délais, mais il se trouve que vous avez négocié une convention collective vous-même, donc avec l'OGBL, n'est-ce pas, dans laquelle vous avez introduit une notion d'IA qui incite à la participation des salariés. Un mot là-dessus, avant de parler de télétravail. Justement, quand on parle de dialogue social, il n'y avait absolument rien au Luxembourg. En tout cas, ce n'est pas non plus dans le Code du travail. Et une des façons d'amener, en tout cas pour le syndicat, d'amener des articles dans le Code du travail, c'est d'amener des articles dans les conventions collectives au Grand-Duché et de faire en sorte que l'IA soit un élément de négociation. Alors, on n'avait absolument rien. C'est vrai que quand on a négocié notre convention collective, alors je travaille pour un institut de recherche au Grand-Duché, on est environ 800. J'avais demandé, ou plutôt je participe aussi, je représente l'OGBL à la CES dans un comité de standardisation. Je ne vais pas aller trop loin, mais juste l'idée c'est de défendre le dialogue social aussi dans des normes internationales. Et je me suis dit, on ne peut pas faire ça qu'au niveau des normes internationales. Enfin, le faire à niveau international, on se dit que ça redescendra au Grand-Duché, mais il faut aussi partir de la base, comme vous avez dit. J'ai repris les textes de l'AI Act, j'ai repris différents documents, et quand j'en ai parlé à ma direction en disant voilà, on aimerait bien introduire un article sur l'IA, ils m'ont dit oui, mais l'IA, écoute, on n'y est pas encore, on ne fait pas ça. Mes gosses vont dans l'IA, tous nos employés utilisent ChatGPT et d'autres outils. Je dis il faut absolument le mettre dedans. Dans l'AI Act, on parle bien de systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Alors à haut risque, certainement pour les ressources humaines, que ce soit pour le recrutement, l'évaluation, les promotions. Donc j'avais aussi tout un tas de revendications et je voulais un texte dans la convention collective en parlant de l'impact sur les travailleurs, l'impact sur la santé, les besoins en formation, requalification, formation, développement de compétences. Bon, je suis allé beaucoup trop loin, donc je me suis dit, on fait référence à l'AI Act. Je passe, en tout cas, j'ai fait inscrire le droit à la participation des travailleurs, en tout cas des représentants des travailleurs, dans l'implémentation de systèmes d'intelligence artificielle. Une chance pour moi, ma DRH ne connaît pas la définition du terme participation tel que défini par l'OIT et les différentes directives européennes. Parlons-en justement de votre travail, de vos modalités de travail. Je l'ai dit, vous êtes donc citoyen résident belge, travailleur frontalier au Luxembourg. L'organisation syndicale que vous représentez, elle est luxembourgeoise, le GBL. Et il se trouve que le Grand-Duché, on n'est pas très loin ici à Metz du Luxembourg, c'est un pays de petite taille, on va dire, et avec en revanche un très grand nombre de travailleurs frontaliers qui habitent, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en France, et qu'ils font, eh bien, un peu comme beaucoup de gens ailleurs, du télétravail. Sauf que du même coup se pose la question de où doivent-ils payer leurs impôts et leurs cotisations. Expliquez-nous l'enjeu qui est vraiment spécifique au Luxembourg, entouré de grands pays, beaucoup de frontaliers et beaucoup de télétravailleurs. Stéphane Jacquemart. Pour mettre un peu le contexte, donc, il y a environ 2 millions de travailleurs frontaliers en Europe. Au Luxembourg, il y a 235 000 travailleurs frontaliers. Alors le Luxembourg, c'est 690 000 habitants, 500 000 travailleurs. Sur les 500 000 travailleurs, il y en a 265 000 qui résident au Luxembourg et 235 000 qui sont frontaliers. Et dans ces frontaliers, on a 52 000 Belges, 52 000 Allemands, et 120 000 frontaliers français. Donc, et quand on voit les proportions des communes frontalières, on a environ, pour les grosses communes, c'est 20 à 30% de la population des communes qui se déplacent tous les jours pour aller au Grand-Duché.
avec les problématiques de mobilité, transport, etc. Le problème, effectivement, c'est le télétravail. Alors, on y a tous été contraints pendant la pandémie. On avait des accords, en tout cas, qui avaient gelé tout ce qui était sécurité sociale et imposition des travailleurs frontaliers pendant la période de pandémie. Depuis, comment ça fonctionne? Alors, je vais essayer de faire simple, c'est un petit peu technique. Pour pouvoir travailler, je peux travailler dans mon pays, et je prends mon exemple. Pour la sécurité sociale, je paye ma sécurité sociale au Grand-Duché tant que je ne dépasse pas 55 jours de travail dans mon pays. Si je travaille plus de 55 jours en Belgique, alors je paye ma sécurité sociale en Belgique, pour les jours travaillés en Belgique. L'embêtant, c'est qu'aucun frontalier n'a envie de payer sa sécurité sociale dans son pays de résidence, puisque la sécurité sociale au Luxembourg est beaucoup plus avantageuse. Donc, ça serait perdre un avantage. Point de vue, et ça, c'est applicable aussi bien pour les frontaliers français, allemands et belges. Point de vue imposition, on a un autre. Là, ce n'est pas une directive européenne, donc on n'est pas sur une directive européenne pour la sécurité sociale. On est dans des accords bilatéraux entre le Luxembourg et chacun des pays voisins. Alors, avant la pandémie, on avait des systèmes un peu différents, et grâce à la pandémie, et je pense au travail aussi des syndicats, on a réussi, en contactant députés, ministres, etc., frontaliers, à avoir des accords bilatéraux qui reprenaient des seuils d'imposition qui étaient les mêmes. Alors, le seuil d'imposition, je suis belge, je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Si je veux travailler dans mon pays, je peux travailler jusqu'à 34 jours. C'est dans ma convention bilatérale, Si je travaille plus de 34 jours en Belgique, si je télétravaille plus de 34 jours, alors je suis imposé en Belgique à partir du premier jour. C'est la même chose pour les frontaliers allemands et pour les frontaliers français. Donc on a une sécurité sociale qui nous autorise à aller jusqu'à 55 jours, mais on a un système de taxation qui nous impose, ou en tout cas qui fait qu'on perd énormément si on commence à travailler plus de 34 jours dans nos pays. Donc pour conclure, parce qu'on va s'arrêter là avant de passer la parole à la salle, on voit bien la logique de départ des autorités, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui cherchent, on va dire, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire les avantages sur les inconvénients. Le problème, c'est que ça met des gens dans la situation d'avoir une double imposition, double cotisation, c'est ça? Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a un besoin d'harmonisation entre ces pays? L'embêtant, c'est qu'il n'y a pas seulement... il y a aussi des discriminations entre les différents pays. Donc l'allemand peut faire jusqu'à 34 jours, mais dans le télétravail, il n'y a pas seulement le télétravail, mais aussi le travail dans son pays. Je participe à une réunion chez moi en Belgique, c'est compté dans les 34 jours. Mais si je travaille comme aujourd'hui en France, c'est compté dans mes 34 jours aussi. Par contre, le français le seuil des 34 jours, ce sera uniquement comme l'allemand pour du travail dans son pays ou du télétravail dans son pays. Et ça pose un problème. En fait, on a l'Union des entreprises luxembourgeoises. En fait, il y a un tassement de l'emploi au Grand-Duché. Et les frontaliers belges, en tout cas, il y a de moins en moins... Enfin, plutôt, le nombre de frontaliers belges et le nombre de frontaliers allemands diminue. Le nombre de frontaliers français continue à augmenter. Le tassement, c'est justement parce que, alors on en parlait ce matin, les gens cherchent aussi la qualité de vie à leur travail. Donc, si c'est pour se taper 3 heures de route aller-retour, faire du télétravail mais être limité, autant rester dans son pays, travailler près de chez soi et faire autant de télétravail que l'on veut. Je peux vous parler encore pendant 1 heure. Je laisse. Je vous redonne la parole. Oui, c'est-à-dire que finalement, c'est également un risque pour le Luxembourg de finir par perdre son attractivité, étant donné que, évidemment, la vie et le coût du logement sont très élevés et donc n'attirent pas forcément les gens pour vivre sur place. Merci à vous 4, Emmanuel Lavignac, Odile Chany, Vincent Mandino et Stéphane Jacquemart. Vous restez avec nous.